Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, des Burundais vivant au KwaZulu-Natal en Afrique du Sud dénoncent un climat de peur. Selon des témoignages, un ultimatum de tuer et brûler tout étranger encore présent après le 30 courant a été lancé par des groupes xénophobes, d'où ces Burundais demandent à la communauté internationale de se mobiliser pour condamner ces violences et protéger les étrangers. L'administrateur de Muyinga vient d'imposer de nouvelles conditions aux jeunes souhaitant fonder un foyer, une décision qui fait débat parmi les jeunes et les habitants qui parlent de mesures illégales et difficiles à respecter, car parmi les conditions figurent avoir une maison, des revenus, une activité génératrice de revenus ainsi qu'une plantation de café. La prolifération des boissons alcoolisées à forte teneur qui font de plus en plus des ravages, surtout chez les jeunes, c'est le sujet qui sera débattu à la fin de ce journal dans le mini-magazine au cœur de la société. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page politique où les massacres survenus au Burundi en 1972 ne devraient pas être uniquement qualifiés de génocide contre les Hutus, étant donné que parmi les victimes figuraient des Burundais de toutes les ethnies. C'est ce qu'a déclaré Léonce Ngendakumana au cours de l'émission Idjambonigwawe de la radio RPA, diffusée ce dimanche 17 mai. Selon Léonce Ngendakumana, il faudrait mettre en place une commission indépendante composée de représentants de toutes les communautés ayant perdu des proches lors de ces massacres, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies, afin de mener des enquêtes impartiales sur ces événements et en déterminer la qualification appropriée. Suivez. Les événements de 1972 ont bel et bien eu lieu et les Burundais de toutes les ethnies ont été tués. Voilà le premier constat. Ensuite, si les avis divergent aujourd'hui, c'est parce que les Hutus s'approprient cette tragédie de leur côté et les Tutsis de leur côté également. La vraie question est de savoir ce que nous recherchons réellement. Qu'aucun Hutu ne pense qu'il s'agit de désigner des Tutsis comme responsables, ni qu'aucun Tutsi ne pense qu'il s'agit d'accuser les Hutus. Non, les faits appartiennent désormais à l'histoire et doivent simplement être établis et consignés correctement afin que les générations futures puissent en tirer des leçons et éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Nous avons perdu des proches, le Burundi a perdu des citoyens, ce sont des Burundais qui sont morts. Il faudrait des enquêtes menées par une commission mise en place par l'État burundais avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies et composée de représentants de toutes les composantes concernées. Car si les enquêtes sont conduites uniquement par les Hutus ou uniquement par des Tutsis, chaque groupe aura tendance à défendre sa propre version des faits. Le journaliste Bob Rugurika, directeur de la RPA également invité dans cette émission, estime que les orphelins de 1972 devraient connaître toute la vérité sur les événements de cette période. Il appelle par ailleurs les Burundais à faire preuve de vigilance face aux mensonges et manipulations qu'il dit relever dans certains rapports de la Commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle, afin d'éviter que le pays ne retombe dans les conflits du passé. Bob Rugurika. Les événements de 1972 constituent une tragédie douloureuse. Toutes les personnes touchées par ces massacres ont besoin d'être réconfortées et de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. En tant que journaliste, je souhaite que tous les orphelins de 1972 soient rétablis dans leurs droits et qu'ils soient informés de la vérité concernant les massacres
qui ont emporté leurs parents, car il s'agit de deux personnes appartenant à des ethnies différentes, mais qui ont toutes perdu leurs parents. Cette vérité, selon moi, le parti CNDD-FDD est en train de la dissimuler. Un Tutsi ne peut pas se sentir apaisé simplement parce que les Tchadiens prend des décisions à sa guise sans respecter les procédures légales. De la même manière, un Hutu ne devrait pas croire qu'il sera automatiquement réconforté et parce que les Tchadiens prétendent vouloir leur rendre justice. Ce serait une illusion. Ce qui se passe actuellement relève, selon moi, de la manipulation. Heureusement, même au sein du CNDD-FDD, tous ne partagent pas la même position. Certains reconnaissent que si cette qualification est imposée par décret présidentiel aujourd'hui, un autre dirigeant pourrait la modifier demain. Est-ce que cela guérira réellement les blessures des Hutus ayant perdu les leurs? Est-ce que cela soulagera celles des Tutsis qui ont également perdu leurs proches en 1972? C'est pourquoi j'appelle tous les Burundais à rester vigilants et à rejeter toute personne cherchant à replonger le pays dans les conflits du passé. Bob Rugurika, politique toujours, renouveler le mandat du président Evariste Ndayishimiye à la tête du Burundi va replonger le pays dans le gouffre. Ceci ressort de la déclaration du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, publiée ce mardi. Emery Pacifique Igiraneza, président de MAP Burundi Buhire, explique que durant les 6 années au pouvoir, Evariste Ndayishimiye a bien prouvé qu'il manque de vrai leadership capable d'apporter un changement positif dans le pays. Suivez Emery Pacifique Igiraneza, président de MAP Burundi Buhire. Pour nous, après 6 années de gouvernance marquées par une aggravation de la pauvreté, des pénuries, une dégradation des services publics, une crise de confiance, surtout envers les institutions, une gouvernance insuffisamment transparente et des tensions croissantes autour de la cohésion nationale, le Burundi a besoin d'un renouvellement profond du leadership et d'une refondation de l'État. Nous estimons qu'une nouvelle candidature de Ndayishimiye prolongerait un modèle de gouvernance qui n'a pas répondu aux attentes du peuple burundais. Voilà en résumé pourquoi nous avons décidé de publier cette déclaration. À cet effet, le président du mouvement MAP Burundi Buhire a appelé tous les Burundais à se mobiliser contre le pouvoir du parti CNDD-FDD, vu qu'il a failli à ses obligations. Encore une fois, Emery Pacifique Igiraneza. MAP Burundi Buhire appelle les Burundais à agir d'une manière responsable, donc de prendre leurs responsabilités comme des citoyens et le faire avec motivation de patriotisme, à défendre leurs droits démocratiques, exiger un cadre électoral crédible et transparent, promouvoir le dialogue national, rejeter la peur surtout, parce que la peur freine toute initiative. La violence et les divisions sont à exclure et participer activement à la construction d'un Burundi plus juste, réconcilié et démocratique. Donc, le changement durable passera par la mobilisation citoyenne pacifique et l'intérêt supérieur de la nation. Donc, pour nous, MAP Burundi Buhire, nous sommes un mouvement d'action patriotique. Nous ne pouvons pas rester silencieux s'il y a vraiment un manquement du leadership qui est apparent. Il nous faut agir, il nous faut une mobilisation de toute la nation, une conscientisation que le président Ndayishimiye n'est pas à mesure de gouverner le pays. Il faut que ce message passe au sein du parti au pouvoir comme en dehors de ce parti au pouvoir. Je vous le disais en titre, les Burundais vivant en Afrique du Sud lancent un cri d'alarme affirmant vivre dans une peur permanente en raison de la chasse menée par les Sud-Africains contre les étrangers. En effet, un ultimatum a désormais été lancé, ultimatum précisant que tout étranger encore présent dans le pays après le 30 mai sera tué. Ces Burundais demandent à la communauté internationale de se mobiliser pour condamner les violences et les actes d'intimidation visant les ressortissants étrangers vivant dans ce pays. Suivez un des Burundais résidant en Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal, qui s'est confié à la RPA. bagomba baza
Ils viennent constamment nous traquer sur nos lieux de travail, dans les boutiques, ils volent les commerçants, dans les salons de coiffure, ils emportent le matériel de travail, frappent les gens et les chassent. Beaucoup ont déjà fui sans savoir où aller ni vers qui se tourner. Même lorsqu'on tombe malade ou les femmes enceintes, il devient impossible de se rendre à l'hôpital pour demander de l'aide. On nous rejette en disant « vous êtes des étrangers, retournez chez vous ». Aujourd'hui, ils nous ont lancé un ultimatum d'ici le 30 de ce mois. Tout étranger encore présent en Afrique du Sud sera tué et brûlé avec des pneus. C'est d'ailleurs une pratique qu'ils utilisent souvent. Ils entourent la victime de pneus, versent de l'essence puis mettent le feu. Nous vivons désormais dans une peur indescriptible. Les nuits sont interminables et personne ne se sent en sécurité. Hier soir, de nombreux étrangers de différentes nationalités vivant en Afrique du Sud se sont rendus au commissariat pour demander protection face aux persécutions dont ils sont victimes. Les autorités les avaient l'endroit censé les accueillir, mais des citoyens sud-africains se sont opposés à leur installation. La police est alors intervenue en grand nombre et a commencé à tirer des gaz lacrymogènes ainsi que des balles en caoutchouc. Plusieurs personnes ont été blessées, la panique s'est installée, des femmes, des enfants et de nombreuses autres personnes ont fui dans tous les sens. Nous demandons au HCR de sortir de son silence et de plaider en notre faveur, car c'est le seul soutien qui nous reste. Le gouvernement auquel nous faisions confiance est aujourd'hui celui qui a envoyé la police nous réprimer. Nous appelons également la communauté internationale à intervenir afin que ces violences cessent. Cette situation est extrêmement grave et inquiétante. Les Burundais, comme tous les étrangers vivant ici, survivent dans une peur constante et indescriptible. Retour au Burundi pour vous parler de la décision récemment prise par l'administrateur de la commune Muyinga, décision selon laquelle les jeunes hommes et jeunes filles qui s'apprêtent à fonder un foyer devront remplir certaines conditions, à savoir posséder une maison bien construite, quelle qu'en soit la taille pour le jeune homme, tandis que la jeune fille devra exercer une activité génératrice de revenus. Les détails de ce communiqué avec Hervé Niohid. Dans un communiqué signé le 18 mai de cette année par l'administrateur de la commune Muyinga en province d'Obuhumuza, le député Misago Amédé, concernant les jeunes hommes et jeunes filles sur le point de fonder un foyer, il est indiqué qu'après 8 mois de sensibilisation menée à travers différentes réunions organisées dans les collines, les zones et la commune sur l'importance du travail et de la lutte contre la paresse afin de promouvoir le développement pour que chaque poche ait de l'argent et chaque bouche de quoi en manger et compte tenu également des conflits fréquents liés à la pauvreté dans les jeunes ménages. Alors parfois, jusqu'aux séparations, certaines mesures ont été prises. L'administrateur de la commune Muyinga a ainsi rappelé que le fait d'abandonner ou de pousser quelqu'un à abandonner le foyer est puni par la loi. Il a ensuite précisé que tout jeune homme souhaitant fonder un foyer devra obligatoirement disposer d'une maison bien construite, quelle que soit la taille, couverte de tôle ou de tuiles, ainsi que de matériel pour dormir. Le communiqué précise également que le jeune homme devra posséder un champ contenant au minimum 10 avocatiers, 100 caféiers ou plus, ainsi que d'autres cultures vivières. Pour ceux qui ne vivent pas de l'agriculture, ils devront démontrer qu'ils disposent de revenus provenant de leurs activités professionnelles afin d'assurer la stabilité de leur futur ménage. Dans son même communiqué, l'administrateur demande aussi aux jeunes filles souhaitant se marier d'exercer des activités génératrices de revenus afin de contribuer à la vie du foyer, rappelant qu'un ménage se construit à deux. En conclusion, ce responsable administratif a demandé aux autorités locales à tous les niveaux de transmettre largement ce message à la population concernée. Merci à toi Hervé et Niohil. Et à ce propos, les habitants de Muyinga qui se sont entretenus avec la RPA disent avoir été très surpris par cette décision. Ils estiment que ces nouvelles conditions viennent encore alourdir les règles régissant les ménages et les familles, alors que tous les citoyens n'ont pas les mêmes moyens. Suivez certains habitants à qui la RPA a tendu le micro.
C'est étonnant de voir qu'une personne puisse prendre de telles décisions en prétendant protéger la population. Ils auraient plutôt dû fixer un âge minimum en disant, par exemple, qu'un homme doit avoir 30 ou 35 ans pour se marier, qu'une fille doit avoir 25 ans. Cela aurait été compréhensible. Mais dire que celui qui n'est pas marié, qui ne possède pas ceci ou cela, qui n'a pas une maison couverte de tôle ou un matelas, ne peut pas se marier, c'est incompréhensible. Si l'on allait voir dans les familles, ceux qui prennent ces décisions se demandent-on s'ils vivent tous dans des maisons en tôle, dorment-ils tous sur des matelas, ont-ils tous les moyens de scolariser les enfants? C'est vraiment choquant. Ce que nous demandons, c'est qu'avant de prendre des décisions concernant d'abord la population, ce n'est pas facile de décider seul et d'imposer ensuite ces mesures en disant qu'elles seront appliquées de force, même si elles ne correspondent pas à la réalité. Nous demandons que cette décision soit suspendue car les problèmes ne manqueront pas. Aujourd'hui, une tuile coûte entre 500 et 700 francs, une tôle coûte 38 000 francs. Comment cette personne pourra-t-elle acheter 5 ou 10 tôles? Construire une maison en tuile demande beaucoup de bois. Planter du café ou des avocatiers fera aussi beaucoup de temps avant de produire. Combien d'années cela prendra-t-il? Qu'ils arrêtent donc d'accabler davantage la population, car si l'on regarde les propres passés et la manière dont les familles ont construit les foyers, si on leur avait imposé les mêmes conditions modernes à l'époque, et non plus n'aurait pas pu les remplir. Parlons à présent au gouvernement sur l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles, indique que dans les missions confiées à l'Obuha ne figure pas l'exécution des travaux, mais plutôt le suivi des activités et de l'État. Faustin Dikomana, président de la PARSEM, l'a déclaré après que les activités de construction du projet national de l'élevage des lapins ont été suspendues par le président de la République. Selon lui, le problème ne réside pas dans le changement des dirigeants, mais plutôt dans la répartition des responsabilités. Suivez Faustin Dikomana. Et d'ailleurs, dire qu'on va changer la direction de l'Obuha, Bob, c'est une mesure qui devrait tomber naturellement conséquente à ce qui vient de se passer, mais elle n'est pas suffisante. Parce que si les principes ne changent pas, il y a un problème. Parce qu'il y a des raisons structurelles qui expliquent cette multiplication des projets sans fin, des projets qui sont là, qui restent enchantés de façon interminable, alors qu'ils sont en train de bouffer de l'argent, et qui cause un préjudice énorme au trésor public. D'abord, il faut analyser ce que devait être la vocation de ces institutions comme le bois. Il devait assurer la planification, la coordination, la maîtrise d'ouvrage, le suivi stratégique des projets publics. Normalement, une gestion saine exige une séparation des responsabilités des tâches entre différents acteurs et intervenants. Il faut qu'il y ait des bureaux d'études indépendants, certes, qui doivent assurer les études techniques et environnementales, etc. Et après, il faut des entreprises privées expérimentées à travers une procédure transparente et régulière d'appel d'offres. Mais aussi, il faut recruter des missions, des bureaux de surveillance pour superviser techniquement, contrôler la qualité des matériaux utilisés, le suivi des délais, la certification de ce qui est en train d'être fait à chaque étape. Et ce qui fait le lit de tout ça, c'est l'impunité. On voit d'autres dossiers similaires qui ont été évoqués, dénoncés, cas demande, cas JEC, la construction des zones, mais après, aucune enquête crédible n'a été engagée pour que les auteurs de ces infractions de mauvaise gestion soient traduits en justice. L'impunité aussi, c'est quelque chose qui fait proliférer la corruption. Plein
Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur la situation alarmante où plusieurs boissons alcoolisées à forte teneur continuent de faire des ravages dans le pays et en particulier chez les jeunes. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Nguendakouli. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La consommation des boissons alcoolisées à forte teneur continue de susciter de nombreuses inquiétudes au Burundi, particulièrement chez les jeunes. Malgré les dégâts visibles au sein de la société, ces produits restent largement accessibles dans plusieurs localités du pays. Certains dénoncent un manque de contrôle de la part des autorités, tandis que d'autres pointent du doigt le chômage et le désespoir qui frappent une partie de la jeunesse burundaise. Pourquoi ces boissons continuent-elles de circuler librement malgré leurs conséquences? Que demandent les organisations de défense des droits humains et les mouvements de jeunes au gouvernement burundais? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son magazine Au cœur de la société de ce mercredi 20 mai 2026. À la présentation, Bertrand Nguendakouli. Bienvenue. Au Burundi, les boissons alcoolisées à forte teneur continuent de faire des rages, en particulier parmi les jeunes. Selon plusieurs observateurs, aucun responsable burundais, du chef de l'État aux autorités locales de base, ne peut ignorer l'ampleur du phénomène. Beaucoup s'interrogent sur les raisons pour lesquelles l'État burundais n'interdit pas purement et simplement ces boissons alors que leurs effets destructeurs sont visibles au quotidien. Les précisions avec notre confrère Désiré Atoniman. Ces boissons qui font des ravages portent des noms comme Kike, Agasarabgayi, Susuruka, Terama, Zana, Niko, Dusubirane, Imararungu et d'autres encore. Ces boissons sont connues aussi bien dans la capitale économique Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Les autorités burundaises, du chef de l'État jusqu'à l'administration de base, sont conscientes des méfaits que ces boissons provoquent. Ces derniers jours, dans la commune de Kayanza, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a déclaré qu'il connaissait ces boissons et a souligné leurs effets néfastes, demandant aux consommateurs d'y renoncer et aux responsables locaux de les éradiquer. Le 12 de ce mois, l'administrateur de la commune de Butaganzwa dans la province de Butanyerera a annoncé à ses administrés que la vente et la consommation des boissons appelées Agasarabgayi et Kike sont interdites à partir du 18 mai. Il a précisé dans son communiqué qu'après cette date, tout commerçant sur qui est en train de les vendre ou tout citoyen en train de les consommer sera puni conformément à la loi. L'administrateur Onésime Ngendandoumwe a demandé aux responsables de l'administration et de la sécurité de veiller à l'application de cette mesure. Certains habitants rencontrés estiment que ces mesures prises ici et là dans le pays ne sont pas mauvaises mais insuffisantes. Selon eux, le président devrait prendre la décision de fermer les usines qui produisent ces boissons, ce qui constituerait une solution durable. Demain, la jeunesse qui se livre à la consommation de ces boissons fortement alcoolisées. Et il faut que ces jeunes se lancent à la consommation de ce que je qualifie de drogue. Vraiment, ils ne vont rien faire pour que le Burundi se développe. Nous demandons au gouvernement, c'est d'abord de protéger son peuple, parce que dans ces prérogatives, le gouvernement ou l'État a le devoir de protéger ses citoyens. C'est vrai qu'il y a des boissons trop alcoolisées qui sont fabriquées ici et là, dans des usines qui sont éparpillées beaucoup plus dans les centres-villes, notamment en Ngozi, même si à Kayanza aussi, à Bujumbura, il y en a qui sont fabriqués là-bas. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de nuire à la santé de la population. On les voit surtout au niveau des jeunes qui les prennent même à l'école. Ils vont à l'école avec ces petites bouteilles dans leur sac. Ils sont fortement alcoolisés. On aimerait que l'État fasse quelque chose pour juguler ce fléau, mais il sera difficile parce que les gens qui fabriquent ces boissons fortement alcoolisées, ils disent qu'ils ont des licences. Ils ont des licences, ils ont l'autorisation du BPM. Le cadre, ce sont eux qui ont les entreprises qui fabriquent ces boissons. Pour les profits, pas pour le profit de la population. Ces boissons sont fabriquées
dans différentes provinces du Burundi. Les habitants interrogés affirment qu'elles sont produites par des personnes influentes au sein du parti CNDD-FDD, ce qui explique la difficulté à fermer les entreprises qui les fabriquent. Le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB, se dit vivement préoccupé par la prolifération continue de ces boissons alcoolisées fortes. Ce mouvement estime que cette tendance est liée au désespoir de nombreux Burundais, en particulier des jeunes, confrontés au chômage et aux difficultés de la vie. Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement MIJEB, demande au gouvernement de contrôler les boissons importées afin de vérifier qu'elles respectent les normes requises. Il appelle également l'État à accorder une attention particulière à la jeunesse en l'aidant à développer des activités génératrices de revenus et à améliorer ses conditions de vie. Ce n'est pas un simple problème de boisson, c'est le symptôme d'une jeunesse en détresse qui est frappée par le chômage et surtout le manque de perspective. Donc, face à cette urgence, le mouvement international de la jeunesse burundaise lance un appel direct à la jeunesse. Premièrement, qu'elle devienne des pères éducateurs. Il faut qu'ils se parlent ouvertement à leurs amis et à leurs frères mineurs, expliquer des ravages physiques et mentaux de ces substances. Ensuite, il faut qu'ils brisent les tabous. Donc, il faut oser nommer les frustrations et l'anxiété qui poussent notre génération vers l'addiction. En fait, il faut que les jeunes eux-mêmes créent des alternatives. Par là, il faut qu'ils se mobilisent à travers le sport, la culture et l'engagement associatif pour occuper sainement leur état et leur esprit. Parallèlement, le mouvement international de la jeunesse burundaise interpelle fermement le gouvernement du Burundi à d'abord réguler et sanctionner à travers son bureau de normalisation BBN l'interdiction des produits toxiques et d'appliquer surtout des sanctions sévères contre la vente d'alcool aux mineurs. Ensuite, il faut que le gouvernement investisse dans des infrastructures pour créer des centres culturels, des bibliothèques et des terrains de sport dans chaque commune pour offrir des espaces d'épanouissement. En fait, il faut que le gouvernement offre des opportunités économiques. Nous trouvons que la meilleure réponse à l'alcoolisme est tout simplement l'emploi. Le gouvernement doit soutenir l'entrepreneuriat de jeunes pour leur redonner de la dignité et un but. Une jeunesse consciente est une jeunesse qui est occupée. Elle est le seul moteur d'un Burundi prospère. C'est à l'État burundais qui incombe la responsabilité de lutter contre les boissons alcoolisées fabriquées illégalement et commercialisées par des circuits clandestins. Il doit également veiller à ce que tous les produits entrant sur le territoire burundais respectent les normes requises. C'est ce qu'explique Ancher Nico Aguizé, président de la Ligue ITK, qui estime que l'État devrait doter le BBN, Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité, de moyens matériels suffisants afin de vérifier aussi bien les produits fabriqués au Burundi que ceux importés de l'étranger. Ancher Nico Aguizé affirme par ailleurs que certaines usines produisant ces boissons non autorisées appartiendraient à des hauts responsables, ce qui, selon lui, devrait pousser l'État à redoubler d'efforts dans la lutte contre ce phénomène. À la LITEK, nous avons suivi cette situation, nous avons vu que ces boissons ont des conséquences graves sur la santé de la communauté. Et la LITEK situe le problème au niveau du gouvernement. Le grand problème, c'est pas le degré d'alcool très élevé de ces boissons. Partout au monde, les liqueurs sont permis. C'est pas vraiment le problème du degré d'alcool, mais la question qui survient est laquelle? Est-ce que ces boissons suivent les normes? Pour un pays qui a toutes les institutions, qui a la police, qui a l'administration à la base, qui a le service en charge de du veille sur la normalité des produits, je souligne le BBN, ce problème ne devrait pas survenir. En réalité, quand on se demande, est-ce que le BBN, qui est une institution d'importance capitale pour un pays, à la ITK, je dois souligner que c'est pas seulement ces boissons alcoolisées. Si on parvient même à maîtriser la production et la commercialisation de ces produits, est-ce que les produits qui sont importés, les médicaments, les boissons et autres produits encore qui sont produits au niveau
du pays, de répondre aux normes. Ce qui est sur ces maisons de production clandestine de ces boissons dites prohibées n'appartiennent pas à n'importe qui. C'est du mafia, de ces grands décideurs qui sont au pouvoir. Donc pour faire face à ça, il faut une énergie exceptionnelle aux membres du gouvernement du Burundi et doter à ces institutions, à la police et à BBN de faire face à ça. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine au cœur de la société. Les différents intervenants rencontrés appellent l'État burundais à renforcer le contrôle des boissons alcoolisées et à lutter contre les circuits clandestins de fabrication et de commercialisation. Ils estiment également qu'une attention particulière devrait être accordée à la jeunesse confrontée au chômage et à des conditions de vie difficiles. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 20 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzanedza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.